Merci Léonore de cette introduction. Merci à tous les organisateurs pour ce séminaire que j'ai pu suivre en grande partie depuis son début, qui est passionnant. Et donc là, je vais essayer de vous parler de notre expérience de télé-RCP en période Covid, en fait, que nous avons développé à l'Institut Curie. Donc, pour rappel, c'était déjà il y a 1 an et demi, nous avons vécu une première vague Covid qui a été absolument très intense. À l'époque, on a réussi à atteindre, si je puis dire réussi, mais la réalité, c'était qu'il y avait environ, au pic du 8 avril 2020, plus de 500 décès par jour. Heureusement que cette période s'est éloignée de nous, mais c'est absolument très impressionnant, avec 7100 patients qui étaient hospitalisés et 3500 dans des unités de soins intensifs, sachant que les 2 régions les plus fortement touchées étaient celles de l'Île-de-France et du Grand Est à l'époque. Donc, pour ceux qui, comme moi, ont travaillé en Île-de-France, ça a été une période très difficile. Il a fallu, dans un premier temps, réorganiser le parcours oncologique. Donc, les oncologues se sont organisés d'abord pour la première, je dirais plutôt, la première réflexion a été scientifique, médicale. Pour chaque type de cancer, il a fallu revoir les procédures de traitement, en particulier dans les grandes lignes, mais bien sûr, ce n'est que une partie seulement de tout ce qui a été réfléchi et mis en place. Limiter les indications des corticoïdes en raison de leur effet immunosuppresseur pour limiter le risque de pathologie Covid grave favorisée par l'immunodépression, limiter les indications de chimiothérapie à risque de neutropénie fébrile et donc de complications septiques pour ne pas cumuler les problèmes infectieux au moment de la pathologie Covid, espacer les injections pour que les patients se déplacent le moins possible, réduire la durée de certains traitements, toujours pour limiter les risques d'immunodépression du traitement du cancer. Et on est allé jusqu'à reporter des actes de chirurgie non urgentes. Et ça, entre parenthèses, ça a été aussi un des moments très difficiles vécus par les chirurgiens, de devoir faire des annonces, de ne pas pouvoir opérer des patients atteints de cancer. Ça n'a pas été beaucoup dit, mais ça a été une épreuve très importante pour les chirurgiens comme pour les patients. Il a fallu réorganiser les soins hospitaliers avec, comme vous le savez, des secteurs Covid, supprimer toutes les chambres doubles pour les transformer en chambres seules, faire des tests Covid avant chaque admission d'hospitalisation, avant toute chirurgie, à chaque passage aux urgences. Cela a nécessité une surcroît de travail, tous les soins étaient plus lents, donc le renforcement des équipes médicales aux urgences en astreinte médicale de nuit et de week-end, avec donc du coup de l'impact sur les plannings des équipes soignantes qui se sont alourdis avec suppression des vacances dans certains cas. Et il a fallu communiquer sur tout ça auprès des patients qui eux aussi vivaient une terreur chez eux, avec tous les jours à la télé une description du monde hospitalier absolument dramatique et en grande partie de manière tout à fait réelle, ce qui a déclenché pour les patients une peur terrible de venir à l'hôpital. Donc il a fallu qu'on gère cette communication pour à la fois les rassurer sur la sécurité des soins oncologiques qui devaient être maintenus, et à la fois, effectivement, leur demander d'éviter tout déplacement inutile à l'hôpital, communication qui n'a pas toujours été facile dans son caractère parfois ambivalent et pouvant paraître contradictoire. Donc, pour un troisième impact, ça a été de développer, en raison de la limitation obligatoire des soins non urgents à l'hôpital, de renforcer le suivi et le maintien à domicile. Et ça, je pense que pour les équipes de soins palliatifs, ça a été aussi une expérience extraordinaire
de développement de téléconsultation et de coordination avec les acteurs de soins de ville et du domicile, avec des difficultés, les soignants de ville étant parfois les plus mal lotis en termes de protection à l'époque, de masques et de tenues de sécurité. Et on a vu des gens extraordinaires continuer à aller au domicile, et ça a été des soignants vraiment qui ont fait preuve, à mes yeux, d'un courage exceptionnel, et ce qui nous a permis de travailler avec eux parce qu'ils continuaient à aller voir les patients au domicile. Et enfin, quatrième point très important dont on a déjà beaucoup parlé pour le coup, c'est la réduction, interdiction, limitation des proches à l'hôpital, que ce soit les accompagnants pour les actes externes ou les visites pour les patients hospitalisés. Sachant qu'à l'Institut Curie, on a toujours milité auprès de la direction et on a été entendu pour qu'il y ait des exceptions, avec des souplesses dans les exceptions. Dans les grandes lignes, nous avions décrété qu'en consultation, un accompagnant pouvait être présent si la consultation prévue était celle d'une annonce difficile, ou pour tous les patients en situation de perte d'autonomie, qu'ils soient physiques ou cognitifs, et les exceptions d'hospitalisation pour les patients en situation palliative, avec un sens assez souple sur cette définition, et bien sûr pour tous les enfants et les AJA qui ne pouvaient pas rester seuls. Donc, il a fallu aussi réorganiser le travail avec le télétravail selon la nature des fonctions de chaque membre de l'hôpital, et pour les soignants à risque et pour les soignants avec des proches à haut risque dans certains cas. Il a fallu réorganiser le travail en équipe puisque tous les staffs étaient supprimés. Puisque aussi les temps de convivialité, notamment les repas, les pauses café, on a mis du temps à comprendre que c'était un des lieux de transmission du Covid résiduel, et il a fallu les réduire également. Et on avait aussi des soignants qui avaient une vie sociale personnelle entravée, ce qui perturbait aussi, avait un impact sur leur qualité de vie au travail. Et puis, et c'est là où on va en venir, il a fallu réorganiser la concertation médicale. Donc, le contexte, pourquoi? Parce que d'une part, impossibilité de se réunir physiquement. D'autre part, contexte de grande incertitude médicale sur la Covid-19, c'est-à-dire qu'au début, on ne savait pas du tout ce que voulait dire une pathologie Covid-19 chez un patient atteint de cancer en phase avancée. On ne savait pas quelle était la gravité, quel était l'impact sur la possible poursuite des traitements du cancer. On a vu aussi très vite la gravité de certaines formes Covid, avec une évolutivité très rapide vers une phase terminale, avec des tableaux de fin de vie très difficiles par asphyxie. Et on a très rapidement constaté qu'il y avait une interrogation sur le transfert en réanimation qui se compliquait d'un contexte de saturation des lits de réanimation. Donc, tout ce contexte pour vous expliquer pourquoi nous sommes venus assez rapidement, je dirais, après le début de la première vague et du confinement du 17 mars, décidé le 17 mars 2020 et qui s'est prolongé jusqu'au 7 juin 2020. Je dirais, on a mis à peu près 15 jours pour se dire, pour se rendre compte que les staffs oncopalliatifs qui existaient dans chaque zone de médecine étaient supprimés du fait de l'interdiction de se réunir, et que le besoin était au contraire beaucoup plus fort qu'avant, pour toutes ces raisons que je viens de vous donner, et qu'il fallait donc trouver une solution. Donc, grâce au déploiement, ça a été dit, très rapide, grâce à nos informaticiens d'outils pour permettre les visioconférences, on a décrété qu'on allait tous les jours faire une télé RCP onco-palliative, tous les jours à midi, en virtuel, avec un compte-rendu médical systématique dans le dossier, qui réunirait les cliniciens de la salle, qui étaient composés donc essentiellement des internes, des assistants. Il y avait aussi les oncologues référents, bien sûr, ou en tout cas des oncologues seniors, des soignants autant que possible, mais je dois dire qu'en fonction de leur charge de travail, elles n'étaient pas toujours présentes.
Un radiologue, puisque vous savez que la pathologie Covid, la Covid-19 donne surtout une forme pulmonaire et l'analyse par le radiologue de sa gravité et de son extension était un élément clé de la discussion. Un réanimateur pour toutes les questions relatives au transfert en réanimation, les équipes de soins palliatifs, le psycho-oncologue et un membre de la cellule de la commission éthique. Ce qui a été finalement le point le plus notable dans la modification de nos RCP oncopalliatives avant la crise Covid, c'est cette volonté immédiate de joindre l'éthique à notre l'abord éthique, à notre réflexion traditionnelle, médicale, oncopalliative, du fait de tout ce que je vous ai dit précédemment sur l'incertitude médicale qui nous a amené rapidement à être confrontés à une réflexion plutôt éthique. Et donc, on a aussi rapidement, troisième point, constaté que pour vraiment être rigoureux et le plus fiable et solide dans notre réflexion, il fallait un petit peu systématiser notre présentation des cas avec les points clés qui devaient être systématiquement abordés, comme le contexte personnel du patient, son âge, son entourage, sa situation personnelle de vie, ses comorbidités, son histoire de maladie, de cancer et son stade évolutif, sa pathologie Covid-19 et son stade évolutif également, le pronostic oncologique hors Covid et tous les aspects de cheminement et de souhait du patient et des proches. Des patients et des proches, on s'est rapidement rendu compte que toujours dans ce contexte de grande incertitude médicale, ce point était un élément clé pouvant nous permettre de prendre des décisions. De fait, quels sont les 4 types de discussions abordées lors de cette télé-RCP oncopalliative lors de la première crise Covid, le statut réanimatoire. Excuse-moi, je t'interromps juste pour peut-être que tu précises à l'ensemble des participants ce qu'est une RCP, parce que je ne suis pas sûre que ce soit évident. En effet. Merci beaucoup. Merci Léonore, parce que ça, évidemment, c'est évident que c'est quand même beaucoup mieux de le dire. Donc, est-ce que je vais me tromper? Ces réunions de concertation pluriprofessionnelles? C'est ça. On est d'accord? Oui, parfait. Oui. Je dis tellement RCP depuis des années que j'avais un doute. Ouais, Carole, le terme consacré, c'est pluridisciplinaire. Mais par contre, c'est vrai que chez toi, c'est pluriprofessionnel. C'est ce qu'on a utilisé habituellement pour les soins de support, parce qu'on sait que ça dépasse la pluridisciplinarité médicale dans ton contexte d'exercice. Mais le terme consacré, c'est bien pluridisciplinaire. Mais chez toi, c'est pluriprofessionnel. Parfait. Voilà, c'est pour ça que j'avais un doute. Donc, c'est pluridisciplinaire, mais évidemment, quand on fait du soin palliatif, on est pluriprofessionnel du fait de la présence indispensable, non seulement des infirmières, mais de l'équipe de psycho-oncologie, des assistantes sociales, des kinés, des diététiciennes. Ça, c'est en période hors Covid. Là, pour cette période Covid, je vous ai dit tout à l'heure que c'était surtout le psycho-oncologue qui était là avec l'équipe de soins palliatifs et un membre du comité d'éthique. Donc, les principaux thèmes de discussion, c'est le statut réanimatoire, comment manager la pathologie Covid, puisque à l'époque, on avait des grands doutes sur la place des corticoïdes et la place d'autres traitements antiviraux que je ne vais pas développer. Quel impact de cette pathologie Covid sur la modification nécessaire ou pas du traitement anticancéreux programmé pour ce patient? Quelle prise en charge de fin de vie pour les patients qui en sont là à cause de la Covid-19 et en particulier des discussions sur la sédation terminale pour soulager correctement un patient confronté à un tableau d'asphyxie? Et quelle information à délivrer sur la situation aux patients et à ses proches, compte tenu de ce que je viens de dire sur les risques énormes de pronostic et de modification du traitement du cancer qui engendre à son tour une modification du pronostic. Donc, tous ces points éthiques ont bien été décrits par l'équipe de François Blot. Et je vous invite à lire cet article dans BMJ Supportive Care si ça vous intéresse. Donc, finalement,
quelles sont un peu les conclusions de ce travail d'analyse que nous avons fait? On va éteindre le téléphone, pardon. Je te rappelle, pardon, je n'avais pas prévu ce détail. On va donc dire quels sont les principaux enjeux éthiques qu'on a été amené à constater et à résoudre. C'est un peu l'objet de la publication qu'on a faite. Premièrement, c'est une modification complète de l'analyse de la balance bénéfice-risque, qui est notre façon classique de raisonner pour prendre des décisions de traitement spécifique auprès des patients en situation palliative avancée. Et dans le contexte de l'apparition d'une pathologie Covid-19, cette analyse de la balance bénéfice-risque était complètement perturbée parce qu'on n'avait pas les éléments médicaux pour vraiment faire cette analyse. Par conséquent, les recommandations que l'on a faites, c'est de vraiment voilà, ce qui a permis, c'est finalement cette crise Covid, c'est de se rendre compte qu'en période d'incertitude, cette grande incertitude nous a permis encore plus de réaliser l'importance d'informer le patient et de la situation, de nos éléments de connaissance et de recueillir ses préférences de prise en charge. Je pense que c'est un processus qui, pour moi, s'est accéléré grâce à cette crise Covid, alors que nous, équipe de soins palliatifs, on essaye beaucoup de travailler comme ça avec les oncologues, avec plus ou moins de succès. Mais là, vraiment, on a pu vraiment faire un grand pas en avant dans ce recentrage finalement sur le patient, passer du temps à l'informer, s'assurer qu'il a bien compris les enjeux en termes de pronostic et de ce fait recueillir ses préférences de prise en charge. Il a bien sûr été recommandé autant que possible de reporter le traitement du cancer pour ne pas aggraver la situation d'un patient en phase avancée atteint de Covid par les effets secondaires de ces traitements. Mais il y avait des exceptions que finalement on a bien identifiées. C'est lorsque il y avait un risque d'insuffisance respiratoire, une situation d'insuffisance respiratoire majeure avec une pathologie tumorale pulmonaire, auquel cas le bénéfice du traitement anticancéreux pouvant réduire l'atteinte pulmonaire et améliorer la fonction respiratoire était jugé supérieur au risque de ces effets secondaires infectieux et immunodépresseurs, en particulier si le patient présentait un état général conservé et si le traitement anticancéreux en question avait une réelle probabilité d'être efficace. Deuxième enjeu, c'était celui qu'on a constaté que c'était une question importante, c'est celle de l'inadéquation du statut réanimatoire, avec un risque soit de surstatuer réanimatoire un patient qui, en réalité, en discutant avec lui, le refusait complètement, si on prenait ce temps-là, et se prononçait vraiment contre l'acharnement thérapeutique. Et à l'inverse, un risque de sous-statuer un patient réanimatoire parce que pas de lit, parce que trop de pression, parce que ça serait tellement une lutte d'arriver à lui trouver une place que le plus simple, c'est de considérer qu'il n'en a pas besoin. Je caricature bien sûr, hein, mais inconsciemment, ça peut jouer. Donc, à l'inverse, là, de prendre des décisions trop hâtives, on va dire utilitaristes, pour être pragmatique et trop pragmatique et pas bien défendre l'intérêt du patient. Donc là, on a vu l'importance de se réunir tous ensemble pour ces statuts réanimatoires, qui ne soient pas faits entre deux personnes le soir au moment des transmissions à l'interne de garde, d'en discuter dès l'admission de tout patient en phase palliative atteint d'une pathologie Covid, et de prendre le temps d'explorer le souhait des proches, de réévaluer régulièrement ce statut à chaque événement médical significatif pouvant modifier cette décision et de résister aux tendances utilitaristes dans un système contraint lié au manque de place. Donc, ici, je ne sais pas si j'ai le temps, mais peut-être que oui, je ne sais pas, Charlotte, de parler un petit peu de ce cas clinique. Parce que c'est bientôt… Il vous reste 1 minute et demie, donc je pense que c'est… 1 minute et demie, alors. 1 minute et demie, non. Je vais vous renvoyer à la publication où ce cas clinique est décrit et je vais peut-être directement aller à Perspective parce que ça me paraît très important. Premièrement, bien,
je le redis, le rôle de l'équipe de soins palliatifs et de l'équipe de psycho-oncologie qui travaille complètement en phase dans cette thématique, c'est d'explorer les besoins d'informations médicales et pronostiques auprès du patient et des proches, d'explorer leur cheminement, leur compréhension sur les informations données, leur cheminement sur la capacité à aborder un pronostic grave si tel est le cas, et d'explorer, et ce sont des discussions pas très faciles qui doivent être menées parfois de manière très sensible auprès du patient, avec tact en tout cas, le souhait de mesures thérapeutiques actives afin d'éviter une obstination déraisonnable si c'est leur choix, et de tenter des discussions anticipées de fin de vie, sachant que pour l'insuffisance respiratoire, la discussion sur la présentation de la loi Claes-Leonetti 2016 qui évoque le droit du patient à demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès était un élément très important, ainsi que la présentation des soins de fin de vie possibles à domicile ou en unité de soins palliatifs. Et enfin, je dirais, dernière conclusion, perspective, il y a eu des effets bénéfiques pour nous de cette crise sanitaire Covid, malgré toute la violence et les impacts difficiles que nous avons vécus. D'abord, de puiser dans cet énorme climat de stress et de contraintes d'exercice professionnel l'énergie pour développer le travail en équipe. Et je pense que la télé-RCP Covid, clairement, que nous avons été nombreux à développer, a clairement permis cela. Tout en garantissant l'optimisation du processus décisionnel pour toutes les raisons que j'ai évoquées, ça nous a aussi créé un sentiment de solidarité. On n'était pas tout seul à prendre les décisions, on travaillait en équipe, on pouvait compter les uns sur les autres. Et puis, encore une fois, ça c'est une conclusion plus d'un médecin de soins palliatifs que je suis, c'est l'importance de jamais oublier, malgré le stress et la charge de travail, que c'est auprès du patient, à son chevet, qu'on a finalement les meilleures réponses à nos décisions, en essayant vraiment de lui expliquer la situation et de comprendre ce qu'il souhaite. Surtout donc dans ces contextes de crise, d'incertitude et d'impuissance. Voilà, je vous remercie.